Donc, bienvenue à toutes et à tous dans ce webinaire proposé par les éditions Vuibert autour du livre de Marjorie Lombard et Magali Peruccini qui s'intitule 180 degrés reconversion, je ne sais pas si on le voit bien, réussir le virage de l'entrepreneuriat. Un livre qui fait donc la part belle à l'entrepreneuriat. Je suis ravie aujourd'hui d'échanger avec Magali et Marjorie autour de ce précieux thème qui est l'entrepreneuriat. Un thème plein de promesses par les temps qui courent, où l'on rêve de changement, n'est-ce pas? Donc, du déclic au lancement d'une activité en passant par l'idée, l'argent, les pièges à éviter, les échecs possibles, le sujet n'aura plus de secret pour vous après ce webinaire. Donc voilà, je vais vous expliquer rapidement avant de lancer la discussion comment va se dérouler ce webinaire qui durera donc 45 minutes. On va avoir 30 minutes de présentation donc, du livre et du contenu et ensuite 15 minutes où on relayera vos questions et vos témoignages. Donc n'hésitez pas à nous les remonter durant l'échange via le chat. Et donc voilà, on tentera, en tout cas Magali et Marjorie tenteront de répondre à vos questions. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez aussi bien couper vos micros pour être sûr qu'on n'ait pas d'interférence? Voilà. Donc, bienvenue. Et donc, je commence par une question. Marjorie, Magali, pouvez-vous vous présenter, s'il vous plaît? À toi, Marjorie. Ok, je commence. Merci, Pauline. Merci. Si vous ne le savez pas, Pauline est notre éditrice donc, des éditions Vuibert. C'est elle qui a accueilli notre projet avec aussi l'équipe éditoriale de la maison d'édition. Mais voilà, c'était aussi pour t'introduire, Pauline, avant que nous nous présentions. Ravie. Donc moi, je suis Marjorie Lombard, je suis experte en reconversion professionnelle et entrepreneuriat des femmes, la fondatrice de Dessine-moi une carrière, agence avec laquelle donc, j'accompagne des personnes qui veulent trouver leur voie et se reconvertir, mais aussi, et c'est la raison pour laquelle on est là aujourd'hui, des entrepreneurs pour lancer et développer leur activité. Une activité qui, telle que je la conçois, doit être porteuse de sens, donc une activité qui fait sens, qui fait vibrer et qui est en lien avec la contribution qu'on veut exercer dans notre monde. Merci, je prends la parole. Moi, je suis Magali Peruccini, j'ai travaillé plusieurs années en agence de communication en tant que responsable de projet. Et j'ai décidé, il y a 6 ans et demi maintenant, de quitter mon bullshit job pour faire ce que j'avais vraiment envie de faire, c'est-à-dire rencontrer des gens et raconter des histoires. J'ai lancé un blog qui s'appelle Les Mains Baladeuses, grâce auquel je pars à la rencontre d'artisans parisiens entrepreneurs, une nouvelle génération d'artisans qui allie à la fois tradition et modernité. Et j'ai publié il y a 2 ans un livre qui s'appelle Nouveaux artisans. Et j'ai pour particularité de cumuler 3 statuts. Micro-entrepreneur, grâce auquel je fais de la photo et de la rédaction, auteur, grâce auquel je publie des livres, et salarié, j'ai rejoint il y a quelques temps une super équipe d'artisans entrepreneurs également. Et voilà, ça c'est ma petite particularité. Donc Marjorie et moi sommes toutes les deux des reconverties. On dira peut-être un petit peu plus tard. Exactement. Donc, l'idée, bon, on va commencer très simplement par l'origine de ce projet, auquel on se doute un peu de pourquoi vous avez écrit sur cette thématique-là, mais quelle est l'origine vraiment de ce livre à deux voix, et pourquoi avoir écrit sur cette thématique? Et ensuite, quelles sont les spécificités de votre livre? Alors, l'origine du projet, c'est que quand j'ai quitté mon emploi en agence de communication, j'ai tout de suite décidé de me faire accompagner pour faire le métier que j'avais véritablement envie de faire. Du coup, je me suis tournée du côté de Marjorie. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Marjorie m'a accompagnée. J'ai suivi un de ses programmes d'accompagnement à la reconversion. Et puis, il se trouve que nous sommes très bien entendus. Nous sommes devenus amis. On se retrouvait assez régulièrement à la terrasse de café pour se raconter, parler des nouvelles, de nos projets, etc. Et Marjorie a publié également un livre il y a 1 an et demi, bientôt 2 ans, qui s'appelle Dessine-toi une carrière. Et on avait envie, comme on avait toutes les deux eu cette première expérience de publication de livre, on avait toutes les deux envie de se retrouver et de renouveler l'expérience de la publication et de faire un livre à 4 mains. Voilà, pour la rencontre et l'origine du projet.
Très bien. Alors, pourquoi cette thématique? Pourquoi l'entrepreneuriat aujourd'hui? Pourquoi avoir décidé début 2020 d'écrire sur ce thème? C'était même déjà en 2019 qu'on avait décidé d'écrire sur ce Oui. thème. L'entrepreneuriat, pour moi, il s'est imposé naturellement puisque c'est mon objet de travail. Hein. Après avoir écrit sur la reconversion professionnelle, comme j'accompagne des entrepreneurs au quotidien pour développer leur activité, je trouvais qu'il y avait un manque dans la littérature existante, dans les livres qui existent sur le sujet. On trouvait beaucoup de livres très classiques, très standards, quel statut juridique trouver, comment faire l'étude de marché, des livres que moi j'ai achetés lorsque je me suis reconvertie également. Parce que quand on passe du salariat à l'entrepreneuriat, qui est vraiment la cible, l'objet de notre livre, on entre dans un monde qui est inconnu et on se pose mille et une questions pour savoir comment on va faire pour réussir. Et en fait, pour y être passée moi-même à l'époque, j'ai observé qu'il n'y avait pas de livre. Maintenant, aujourd'hui que j'accompagne au quotidien mes clients entrepreneurs, je me suis dit, mais en fait, on n'aborde pas du tout le sujet de la façon pertinente, de la façon moderne, 21e siècle. Et j'avais cette idée d'écrire sur l'entrepreneuriat. Et après, avec Magali, on a brainstormé, on a réfléchi. Et puis, peut-être je te laisse aussi la parole pour expliquer pourquoi cette idée. À la base, c'est vrai que le point commun entre Marjorie et moi, c'est la reconversion. Déjà, on est tous les deux des reconvertis. Marjorie, comme elle le disait, est experte en reconversion et moi, je m'intéresse au phénomène de la reconversion depuis plusieurs années, notamment dans le cadre de l'artisanat, dans le cadre du blog et du livre. Donc ça, c'est vraiment notre point commun à toutes les deux. Donc l'idée du livre s'est imposée sur la reconversion. Et comme le disait Marjorie, effectivement, il y a beaucoup de livres qui traitent quand même de la reconversion, qui sont très bien pour nous aider effectivement à passer le pas, à faire des bilans, à aller ce vers quoi on tend. Mais par contre, il n'y avait pas de livre à notre connaissance sur le marché, vraiment, véritablement sur la reconversion dans l'entrepreneuriat. Et on a voulu un petit peu combler ce vide pour pouvoir aider toutes les personnes qui ont envie de se reconvertir véritablement dans l'entrepreneuriat, parce que c'était quelque chose qui manquait. On voit bien depuis quelques années, on en parle de plus en plus du phénomène de reconversion. Il y a 10 ou 15 ans, on était peut-être un petit peu mouton noir quand on se reconvertissait. C'est vrai que, par exemple, la génération de nos parents, ils restaient 40 ans dans la même entreprise et on ne se posait pas tellement de questions. Et aujourd'hui, on est de plus en plus nombreux à s'en poser des questions et à sauter le pas de la reconversion. Et on s'aperçoit également qu'il y a l'entrepreneuriat en France est beaucoup démocratisé. C'est vrai qu'on ne vient pas d'une culture, nous les Français, on n'a pas forcément l'esprit entrepreneurial, contrairement à nos amis anglo-saxons, pour qui c'est plus ancré dans la culture. Mais on s'aperçoit depuis plusieurs années que l'entrepreneuriat séduit de plus en plus de travailleurs et aussi de plus en plus des personnes de plus en plus jeunes qui ont envie d'entreprendre. Et il y a beaucoup d'ailleurs de jeunes qui se reconvertissent dès la sortie de leurs études. Donc on est vraiment dans l'air du temps, plus qu'une tendance et plus qu'une mode. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est amené à être ancré pour tout un tas de raisons qu'on pourra éventuellement évoquer. Mais voilà, en tout cas, on avait vraiment envie de pallier à ce manque-là et de répondre à une problématique contemporaine. Pour terminer, je pense que ce livre accompagne cette nouvelle génération qui est aussi en train d'émerger. Effectivement, la France n'était pas forcément connue pour sa culture entrepreneuriale et pourtant, je pense qu'elle est en passe de le devenir en termes d'aide financière institutionnelle, en termes même de tout ce qui est nouvelles technologies, start-up, qui n'est pas notre propos aujourd'hui. Mais il y a vraiment un écosystème qui est en train de naître et de se diffuser d'une façon très ancrée avec la période. Et ce livre qu'on a créé, je pense, est aussi à l'émergence pour accompagner cette nouvelle génération d'entrepreneurs qui ne sont pas nés entrepreneurs, qui ont fait autres choses avant, qui ont été salariés. Et c'était vraiment notre souhait de leur un peu dévoiler les coulisses de ce qui les attend une fois que ces personnes auront franchi le saut du salariat à l'entrepreneuriat. Mais du coup, justement, comme vous parlez à une nouvelle génération d'entrepreneurs et parfois des gens qui effectivement se reconvertissent, enfin, qui sont principalement des gens qui se reconvertissent d'ailleurs du salariat, et que vous avez voulu créer un bel objet effectivement différenciant, original. Justement, comment est venu ce projet? Comment l'avez-vous pensé, la structure, forme, dans ses contours?
On va vous partager d'ailleurs Oui, c'est bien. quelques Effectivement. slides pour illustrer le propos. Mais c'est vrai qu'on a voulu dès le départ faire quelque chose de différent déjà formellement. On voulait plus d'un livre en noir et blanc qui serait très classique, comme je le disais. On a eu la chance de faire un super travail de direction artistique. Magali vous montre les pages. On vous a préparé des slides aussi. On voulait quelque chose de beau, de fun, de léger, qui accompagne vraiment le lecteur dans son cheminement. Donc là, c'est la couverture, mais si je l'ouvre, page de garde, et vous voyez, dès le sommaire, on a quelque chose de coloré qui casse les codes de ce qui se fait d'habitude et qui est aussi en phase avec cette génération plus décomplexée, plus jeune, plus habituée au code, à l'image. Tu veux peut-être en dire un peu plus, Magali, pendant que je feuillette Non, mais c'est vrai que c'est le moment où on se pose des questions pour se reconvertir. C'est quand même beaucoup de questionnements internes. Ça peut être une période qui est anxiogène. Et on avait vraiment envie de faire un livre qu'on prenne plaisir à feuilleter, sur lequel on a envie de revenir, qui est coloré, qui a, comme disait Marjorie, un peu fun. Justement pour enlever un peu la lourdeur qu'il peut y avoir des fois quand on est dans une phase de remise en question. Donc dès la forme, on avait envie de faire quelque chose qui puisse accompagner la personne et qu'elle puisse prendre plaisir à le feuilleter, à le lire. Et on a vraiment envie que les gens l'annotent, les cornes, le stabilotent, etc. On a vraiment envie que ce soit un livre ami qui sont un compagnon de route véritablement des personnes, des lecteurs. Et donc on a pensé comme ça, vraiment coloré dans la forme et dans le fond, on l'a pensé en chapitres, étapes. Donc c'est un petit peu toutes les étapes par lesquelles va passer l'aspirant entrepreneur pour créer son entreprise. Donc, on va commencer par le déclic. Et ça va aller de l'accompagnement jusqu'à la checklist du projet, vérifier son état d'esprit, comment on trouve de l'argent, comment on crée un potentiel pour être entrepreneur. Donc l'idée, c'est vraiment de guider l'aspirant entrepreneur tout au long des étapes qui va jalonner son parcours, sa reconversion. Et puis, on a fait, pour pouvoir aller plus loin aussi et pas être que dans la réflexion ou... comment dire, on a vraiment envie que les lecteurs soient actifs, acteurs de leur reconversion. Donc, à la fin de chaque chapitre, il y a des exercices, des tests où les personnes pourront se donner les réponses aux questions qu'ils se posent. Et on les aide, on les guide encore une fois à se poser les bonnes questions et surtout à se donner les réponses, parce que ça, c'est très important. Souvent, on se pose les questions, mais on se dit « j'y réfléchirai plus tard ». Et là, on a fait en sorte vraiment qu'ils puissent écrire aussi directement sur le livre. Et puis on fait appel également à des experts dans chaque domaine qui est leur expertise, dans chaque chapitre. Et puis à la fin, il y a 9 portraits d'entrepreneurs qui s'expriment sur leur parcours de reconversion et d'entrepreneur. Pour vraiment donner aussi une vue de l'intérieur, de comment ils ont commencé. Est-ce qu'ils partaient de zéro? Est-ce qu'ils avaient des fonds? Est-ce qu'ils n'en avaient pas? Comment ils ont eu l'idée? Quels ont été leurs obstacles sur le parcours et comment ils y ont remédié? Mais leur succès. Donc vraiment, c'est un accès aux coulisses de ce qui vous attend si vous avez envie de vous lancer. C'est vraiment comme ça qu'on l'a conçu. D'accord. Et justement, vous faites la part belle aux entrepreneurs. Magali a montré effectivement quelques pages. Il y a plusieurs entrepreneurs qui ont été interviewés. Et donc, ma question, c'est, vous leur offrez effectivement de beaux portraits et en quoi justement leur parcours est-il inspirant pour un aspirant entrepreneur? C'est des témoignages, donc ils expriment, c'est vraiment du témoignage, donc ils parlent pour eux. On a réécrit les interviews qu'on a faites avec eux pour que vraiment ce soit sous forme de témoignage. Et ils le font avec beaucoup de transparence, beaucoup d'honnêteté. Ils ont vraiment joué le jeu à 100%. On les remercie du fond du cœur parce qu'ils reprennent dans leur témoignage toutes les étapes que le lecteur aura vues tout au long du livre. Ils reprennent toutes ces étapes-là dans leur témoignage. Donc ils accompagnent
encore plus, ils reprennent la main des lecteurs à la fin du livre et ils nous livrent justement tout ce par quoi ils sont passés, comme le disait Marjorie, de comment ils ont eu le déclic, à comment ils ont trouvé l'idée, comment ils ont créé une communauté, comment ils ont communiqué sur leurs produits, les succès, les échecs, les difficultés, les points de vigilance. Donc, ils vraiment à 100% avec beaucoup d'honnêteté et c'est à la fois inspirant parce que ça, ils parlent d'eux quand même, ils parlent aussi, il y a un aspect très psychologique forcément, quand on devient entrepreneur, l'état d'esprit, les difficultés, comment on les surmonte, les succès, comment on les gère aussi, donc ça c'est inspirant parce qu'on parle de psychologie, mais c'est aussi très pratique, ils nous livrent vraiment la méthode qu'ils ont, enfin c'est pas une méthode, mais en tout cas comment ils ont fait pour pouvoir créer leur projet et le faire perdurer aussi dans le temps. Donc ils livrent plein de choses qui viennent appuyer ce qui a été dit dans le livre avant ou qui emmènent aussi ailleurs, qui permettent de s'ouvrir aussi. Ce qui est inspirant également, c'est qu'il y a une variété de parcours et d'entrepreneurs. On a été très attentive à trouver aussi bien des hommes que des femmes entrepreneurs, des entrepreneurs connus comme par exemple le fondateur de Teddy Bear, les matelas, qui ont révolutionné le marché du matelas en France. Également le fondateur de la marque de jeans Made in France 100% 1083, mais aussi des femmes qui ont repris des entreprises, une autre qui a créé la sienne. Donc c'est vraiment une variété de profils. Il n'y a pas que des gens à Paris. On a vraiment pris le soin de prendre des gens également en province pour que ce soit le plus représentatif possible. C'est pas exhaustif parce qu'on aurait dû faire 4 autres tomes pour pouvoir recouvrir tout ce qui se faisait, mais on a vraiment pris soin avec ces portraits que ce ne soit pas des choses qui restent en surface, ça aille vraiment dans la profondeur pour que chaque lecteur puisse s'identifier dans chacun des témoignages. D'accord. Alors, moi j'ai une question, je pense que pas mal de gens se posent la question, alors quelles sont ces fameuses étapes clés pour réussir sa reconversion dans l'entrepreneuriat ? Est-ce qu'on peut revenir plus en détail sur ces étapes importantes ? Oui. À commencer par le déclic, parce que tout le monde n'a pas forcément le déclic. Peut-être qu'après un chapitre, la personne se rendra compte que c'est compliqué, ou voilà, par quelles étapes clés faut-il passer pour être sûr d'être fait pour ça. La toute première étape clé, c'est de faire le point sur ses motivations. Il faut quand même rester très vigilant à ce qui nous motive à nous reconvertir et à se lancer dans l'entrepreneuriat et faire attention aux mauvaises motivations. C'est-à-dire éviter de se reconvertir dans l'entrepreneuriat parce que ça fait bien dans les dîners en ville de dire qu'on est entrepreneur ou parce qu'on ne supporte plus son boss ou son collègue. Des fois, c'est se reconvertir ou partir de son entreprise pour de mauvaises raisons. Des fois, on aime bien son job, mais on n'aime pas l'environnement dans lequel on le fait, ou on n'aime pas les gens avec qui on le fait forcément, et on peut conserver son emploi, mais le faire dans un autre environnement et tout ira mieux. Donc, il faut être quand même très vigilant à ce pourquoi on le fait. Effectivement, comme tu le disais, nous, dans le livre, notre parti pris, c'était pas de dire c'est génial d'être entrepreneur, soyons tous entrepreneurs, c'est la vie rêvée, c'est trop bien, allons-y. Être entrepreneur, c'est un métier. Il faut avoir un certain état d'esprit et des qualités pour le faire, dans la même mesure qu'on ne peut pas tous être chirurgien ou professeur des écoles. Ça demande des qualités intrinsèques, des talents naturels. Et entrepreneur, c'est pareil, c'est un véritable état d'esprit. Et peut-être qu'à la lecture du livre, on s'apercevra qu'on n'est pas fait pour être entrepreneur. Et c'est une super bonne nouvelle, il n'y a pas de souci avec ça. Mais ça, il faut être très vigilant là-dessus, à la fois sur ses motivations, parce que c'est elles aussi qui vont faire en sorte qu'on va durer, que le projet va durer, qu'on va pouvoir rebondir, qu'on va pouvoir faire face aux difficultés. Donc la motivation, elle est vraiment très importante. Ce pourquoi on le fait est vraiment, vraiment très, très important pour pouvoir durer. Ça, c'est effectivement la première étape qu'on a d'ailleurs, nous, nommée 0, le déclic et l'étude des motivations, parce que c'est vraiment le prérequis. C'est un peu comme un échauffement avant de partir sur le chemin de l'entrepreneuriat. Il y a vraiment cette étape où on va... Voilà, c'est le déclic. Beaucoup de personnes se demandent si elles veulent entreprendre. Et ce livre a aussi pour vocation de valider
que c'est une bonne idée d'entreprendre pour les aspirants entrepreneurs, et peut-être de dire à ceux qui hésitaient, pour qui c'est pas la bonne idée, peut-être de ne pas le faire. Hein. Ce livre peut avoir les deux rôles. Mais en tous les cas, les deux premières étapes sans lesquelles on ne peut rien faire, c'est vraiment le déclic. Et ensuite, l'idée, trouver l'idée, qui est notre premier chapitre en fait. Les autres jalons qui sont l'accompagnement, autre étape importante, accompagner la création entrepreneuriale, l'argent, les pièges à éviter, le potentiel entrepreneurial, l'état d'esprit, la checklist du projet, l'échec et la fédération de la communauté. Donc, toutes ces étapes que je viens de nommer sont aussi les chapitres que nous allons détailler dans le livre. En fait, tous ces jalons-là, après, peuvent se faire dans plusieurs ordres différents. C'est seulement les deux premières, le déclic et l'idée, sans lesquelles c'est risqué de continuer après dans les autres étapes, parce que c'est un peu les fondations de la maison. Si les fondations de la maison ne sont pas solides, ça peut être bancal de construire d'autres étages. Parfois, l'idée va évoluer au fur et à mesure que l'on avance dans le projet. L'idée peut évoluer, ça c'est OK. En revanche, on a besoin quand même d'avoir un minimum d'idées initiales pour se lancer. D'accord. Donc, ouais, très intéressant. J'avais une question, c'est que effectivement, les profils d'entrepreneurs peuvent être très différents dans des univers très, très différents. Y a-t-il des points de vigilance à connaître pour tout type d'entrepreneur dans tout type de secteur? Il y a des points de vigilance qui vont aussi être personnels, parce qu'on va se découvrir. Bien sûr. Avec ce nouveau statut qu'on va découvrir, hein, ce nouveau statut d'entrepreneur, on va aussi se découvrir. Donc, je ne voudrais pas dire qu'il y a des points clés standards qui vont fonctionner pour tout le monde, parce que l'entreprise est vraiment un cheminement personnel. Certaines choses qui vont être faciles pour les uns ne vont pas l'être pour les autres. Dans le chapitre dédié qu'on a sur le potentiel entrepreneurial, on nomme des qualités clés. Mais si je devais essayer d'isoler 2 ou 3 facteurs importants à prendre en compte, ce serait quand même un facteur donc, sur l'état d'esprit. C'est aussi pour ça qu'on a tout un chapitre dédié à cela. Il faut bien comprendre qu'entrer dans le monde de l'entrepreneuriat, ça veut dire qu'on va découvrir beaucoup de choses et que rien n'est fixé à l'avance et qu'il faut être capable de faire preuve d'agilité et de souplesse pour être capable de continuer à avancer même quand tout n'est pas d'équerre comme quand on était salarié. Quand on était salarié, souvent, on avait tendance à vouloir que tout soit parfait, que le plan à 3 ans il soit comme ça. Être entrepreneur, c'est pas ça. Donc, un premier facteur à avoir en tête, c'est de se mettre dans cet état d'esprit orienté solution, parce qu'il va y avoir plein d'inconnus et à chaque fois, on va devoir faire preuve de créativité pour trouver des solutions. Donc ça, c'est une première chose. Et la deuxième chose, avant de laisser la parole à Magali, c'est aussi se rendre compte que si on croit qu'on va être capable de tout faire tout seul, il y a de grandes chances qu'on se plante dans le projet. Donc être entrepreneur, c'est aussi faire preuve d'une certaine forme d'humilité, de comprendre qu'on n'aura pas toutes les compétences et toutes les qualités pour pouvoir aller au bout de son projet. En revanche, si on doit en avoir une, c'est d'être capable d'aller chercher la ressource à l'extérieur qu'il nous manque. Donc peut-être de nous faire accompagner, peut-être d'aller poser la question à d'autres confrères entrepreneurs ou autres, mais vraiment avoir en tête que seul, on ne va pas réussir. C'est ce qui est super intéressant au final dans les témoignages d'entrepreneurs, c'est qu'on voit effectivement il y a des parcours qui sont, enfin tous les parcours sont très différents, mais au final ils se rejoignent tous sur effectivement l'état d'esprit, la manière d'être qui est toujours à être, on va de l'avant, comment dire, il y a vraiment un état d'esprit propre à l'entrepreneuriat et il faut être, à mon sens, moi, très vigilant là-dessus. Quand je vois tout ce par quoi ils sont passés, parce qu'il y a des choses très difficiles, puis il y a des témoignages, par exemple, moi, que je trouve assez bouleversants, par exemple, d'Audrey Régnier,
qui a repris à moins de 30 ans la manufacture Boin, qui est une manufacture qui a presque 200 ans d'existence et qui nous parle avec beaucoup de transparence de ce qu'elle a vécu dans sa vie personnelle qui était très difficile, donc des fausses couches, etc. De sa prise de poste où il y a un des piliers de l'entreprise qui s'est donné la mort. Il y a vraiment des choses qui sont hallucinantes. Et malgré ça, parce qu'elle elle veut y aller pour les valeurs que défend la manufacture Boin, et ben malgré ça, elle va continuer à y aller, continuer à se battre. Et il y a vraiment un côté guerrier. Et tous, tu parlais d'humilité, moi je trouve que c'est super important cette notion-là. Tous arrivent à se remettre en question et font preuve d'humilité, effectivement. Et ça, c'est super important. Julien Sylvain, qui est le fondateur de Teddy Bear, a vécu une année noire l'année dernière et il en est revenu à se remettre en question sur ses capacités d'être un leader, d'être un bon chef d'entreprise. Et je trouve ça magnifique, moi, de pouvoir se remettre en question comme ça et quand même d'aller chercher, d'avoir la force d'aller chercher des personnes qui vont nous aider, des personnes ressources. Et puis finalement, parce que ce qu'on fait est beaucoup plus important que sa propre personne, et ben on va décider quand même d'y aller. C'est pour ça qu'on parlait des motivations, qu'elles sont importantes. Les valeurs qu'il y a derrière, qui sous-tendent notre projet, elles sont vraiment très importantes pour pouvoir continuer à y aller. Et c'est Inès Leonarduzzi, qui est la créatrice de Digital for the Planet, qui témoigne aussi dans le livre, qui dit il faut être amoureux de son idée. Et on sait quand c'est la bonne idée, quand on ne se retourne plus sur les autres idées. Et ça, c'est vraiment super important. Et pour moi, c'est un des points clés, quoi. C'est vrai que ça donne envie, parce qu'on se pose souvent la question quand même, je pense que beaucoup d'entrepreneurs, ou futurs entrepreneurs plutôt, se demandent s'ils arriveront à survivre, à vivre tout simplement. La question de l'argent, c'est quelque chose qui est souvent tabou dans nos sociétés, mais qui est quand même très important, et notamment pour un entrepreneur en devenir. Je rappelle qu'il y a quand même un exercice, notamment pour tester sa capacité à réagir face aux besoins d'argent, au manque d'argent, ce qu'on attend en fait de l'entrepreneuriat et du lien à l'argent. Et c'est très important, enfin c'est un passage très important du livre. Et voilà, je voulais juste que vous en parliez un peu parce que je pense que beaucoup de gens se posent cette question-là et oui. C'est un frein régulièrement à la envie de se lancer, et notamment en ce moment. Ben, on a intérêt d'être décomplexé avec le sujet de l'argent si on veut entreprendre. Parce qu'une entreprise n'existe que si elle crée de l'argent, que si elle n'est rentable. Donc vraiment, c'est aussi pour ça qu'il y a tout un chapitre consacré à ce sujet. Parce qu'en France, traditionnellement, on ne parle pas vraiment d'argent, ni culturellement, ni socialement. Il y a quand même un tabou sur ce thème-là. Pour autant, c'est important d'être vraiment hyper clair et décomplexé. Si vous voulez aller créer votre entreprise, vous allez devoir apprendre à faire de l'argent, à créer de l'argent. Le problème n'est pas tant de savoir le faire parce qu'au final, ce n'est pas si compliqué que ça. Le problème, c'est qu'on ne nous a jamais appris à avoir l'état d'esprit qui va bien avec. Il est certain que si on est cadre sup avec un salaire à 6 000 € net par mois, on va y réfléchir 3 fois avant de se demander si on se lance à son compte. En revanche, si on est plus en poste, quelle qu'en soit la raison, ou si on a un salaire un peu plus bas, c'est plus facile de se dire « je vais y aller ». Parce que les enjeux ne sont pas les mêmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est vrai que quand on va lancer son activité, il y a de grandes chances que pendant un certain temps, on n'ait pas le même niveau de revenu qu'on avait auparavant en étant en poste. C'est évident, on est en train de lancer une activité. En revanche, ce laps de temps peut être très différent d'une activité à une autre. Si vous n'avez pas besoin de beaucoup d'investissement parce que vous allez développer une activité en lien avec des services, par exemple, vous vous lancez comme consultant, comme webmaster, comme coach, formateur, en 6 mois, vous avez déjà trouvé vos premiers clients. Moi, les clients que j'accompagne au quotidien, même en 3 mois, ils trouvent leurs premiers clients. Donc ça, rapidement, vous allez pouvoir faire de l'argent. En revanche, même si ça peut être rapide, vous avez quand même besoin de budgéter, et on propose un exercice dans le livre pour vous aider à budgéter la transition.
Mais là où il y aura plus de réflexion en lien avec l'argent, c'est pour les projets qui demandent un investissement financier conséquent, soit parce qu'il y a des locaux, soit parce qu'il y a du matériel, soit parce qu'il y a une équipe et que le projet est plus grand. Donc là, il faut aussi réfléchir différemment, mais que ce soit un cas comme l'autre, ça c'est vraiment une recommandation. Si vous sentez que on dit j'aime pas me vendre, j'ai pas la fibre commerciale, ou si vous sentez qu'il y a cette chose-là, moi je vous recommande tout de suite, soit vous me passez un mail, soit vous trouvez quelqu'un d'autre, mais faites-vous accompagner dans votre relation à l'argent en même temps que vous lancez votre projet. Parce que sinon, il y a de grands risques d'auto-sabotage inconscient qui vont faire que soit vous n'allez pas trouver le bon modèle économique, soit vous n'allez pas adopter la bonne tarification, soit vous allez faire je ne sais pas quoi inconsciemment, qui va faire que votre entreprise ne va pas être rentable. Et ce n'est pas parce que votre idée n'était pas la bonne, ce n'est pas parce que vous n'avez pas les qualités ou les compétences pour être entrepreneur, c'est simplement parce que vous avez une mauvaise relation à l'argent, et donc que c'est ça qu'il faut travailler, soit en même temps, soit seulement ça, mais voilà, il y a le projet en lui-même et il y a votre relation à l'argent. Et les deux sont importants pour vous donner les meilleures chances de réussite. Très bien. Alors là, je vois qu'il est 13 heures, donc on va bientôt passer aux questions. Je voulais juste quand même terminer sur une question importante. Est-ce que vous pensez que, qui me semble importante, suite à la crise sanitaire que l'on vit, suite au Covid, suite au confinement, est-ce que vous pensez que le nombre d'entrepreneurs augmente, continue d'augmenter, ou est-ce que ça a freiné? Voilà. C'est une excellente question parce qu'effectivement, on a connu quelque chose cette année qui n'arrive jamais d'habitude. Donc, on a vraiment été face à une crise qui a eu de nombreux impacts et qui n'a pas terminé d'en avoir. En revanche, la surprise, et là, les chiffres sont tombés très récemment. Il y a une étude qui a été faite en septembre par le Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce. Donc, quand on crée une entreprise, juridiquement, à un moment donné, on va, quel que soit le statut, déposer un papier au greffe du tribunal de commerce. Et donc là, on a de vrais chiffres. Et il y a eu un rebond inattendu dans le nombre de créations d'entreprises à partir du déconfinement, en fait. Juin, tout l'été. Et donc là, si on prend au global en France, il y a eu un rebond vraiment inattendu qui fait qu'on est au même niveau de création d'entreprises que 2019. Après, il y a des disparités entre le secteur d'activité. Il y a des secteurs qui ont plus créé que d'autres. Il y a des régions qui ont plus créé que d'autres. Mais au global, on a vraiment un rebond inattendu. Donc, cette crise n'a pas freiné, bien au contraire. Pour certaines personnes, ça a exacerbé le fait qu'elles n'étaient plus à leur place dans le salariat. Et ça leur a donné l'impulsion pour créer. Oui, puis on a vu beaucoup de médias qui se sont fait l'écho, même pendant le confinement, pendant et encore aujourd'hui, après le confinement, qui se sont fait l'écho de l'envie de reconversion de pas mal de... En général, c'est plutôt d'ailleurs des cadres, des personnes qui ont un statut social plutôt valorisé dans notre société. Et du coup, on voit bien effectivement, même si on en parle depuis plusieurs années de ce phénomène-là de reconversion, beaucoup ont envie de redonner du sens à leur travail. On a beaucoup parlé des bullshit jobs aussi, ça a eu beaucoup d'écho dans les médias. Donc les bullshit jobs, c'est un terme qui a été conceptualisé par David Graeber, qui est un sociologue, un anthropologue, pardon, et qui montrait à quel point dans nos sociétés immatérielles, de plus en plus de personnes ressentaient une perte de sens, étaient de plus en plus amenées à faire des tâches inutiles, immatérielles, qui ne touchaient plus, il n'y avait plus de tangible au final dans leur travail. On segmente de plus en plus les tâches au travail, donc il y a vraiment une perte de sens. On exerce des tâches dont on ne voit plus la finalité. Et on évolue quand même dans un monde du travail qui est assez anxiogène par ça, et puis aussi parce que le monde du travail est de plus en plus compétitif. Et on voit bien toutes les maladies que ça apporte. On a parlé de burn-out, de bore-out, de brown-out, donc la perte de sens. Et parallèlement à ça, on a un marché du travail qui est de plus en plus précaire,
Les CDI, c'est un petit peu en voie de disparition aujourd'hui. On est beaucoup à enchaîner les CDD. Il y en a même certains qui sont des emplois cachés sous statut d'auto-entrepreneur. Donc tout ça, il y a un mal-être dans le milieu du travail qui donne envie ou qui pousse les gens en tout cas à revenir à quelque chose qui a du sens, à revenir à quelque chose qui est tangible, à avoir une envie aussi d'autonomie, de tenir les rênes, une forme de liberté. Et puis on voit bien qu'on est de plus en plus, on nous exhorte quand même à la réalisation de soi, à l'épanouissement personnel qui passe notamment par le travail. Donc tout ça fait que on a plutôt envie de se réaliser et de créer nos propres projets pour redonner du sens, pour donner vie à nos valeurs. Et d'ailleurs, il y a beaucoup d'entrepreneurs aujourd'hui de jeunes entrepreneurs qui sont plutôt dans l'idée de répondre aux grands enjeux du 21e siècle, donc qui ont plutôt des projets qui sont plutôt vertueux, voilà, qui répondent un petit peu aux enjeux et aux problématiques du 21e siècle. Très bien. Bon, je finirai par une question courte pour toutes les deux. Chacune, donnez-moi un conseil pour nos futurs entrepreneurs qui nous suivent. De lire le livre. Trop facile. Moi, je vais donner 2 conseils. Le premier, écoutez-vous. Et écoutez, même si vous faites des erreurs, écoutez votre intuition, écoutez votre désir, votre appel qui est à l'intérieur de vous. Donc, premier, écoutez-vous. Deuxième, faites-vous accompagner vraiment. Si c'est par moi, tant mieux. Si c'est par quelqu'un d'autre, tant mieux aussi. Mais les statistiques le montrent et on le dit dans le livre, une entreprise accompagnée a beaucoup plus de chances de tenir dans la durée et de réussir que celles qui ne le sont pas. Moi, je dirais qu'il faut se créer un petit réseau de gens qui vivent la même chose que nous à l'instant T, quand on est dans une envie comme ça de reconversion, qu'on ne sait pas trop encore si on est fait pour, si on va y aller, qu'on est quand même encore dans une phase de doute. N'hésitez pas à aller toquer aux portes de gens qui font le métier que vous souhaiteriez faire, qui exercent une activité que vous aimeriez faire. Moi, je dirais de se créer un réseau, en tout cas d'aller voir des gens qui font des choses qui nous appellent comme ça, et de se constituer un petit réseau de gens qui vivent la même chose que nous ou qui ont vécu la même chose que nous, puisqu'on a besoin de coups de boost, on a besoin d'être bien entouré dans ces moments-là. Donc surtout, pas hésiter à s'entourer de bonnes personnes, plutôt bienveillantes et de bons conseils, ou en tout cas qui peuvent être inspirantes dans le moment dans lequel on est. Merci Magali, merci Marjorie pour cet échange riche et qui donne vraiment envie de se lancer. On va essayer de répondre à quelques questions quand même si on a le temps. Pardon Pauline, je me permets, mais on ne l'a pas mentionné au début, mais il y a aussi une surprise pour quelqu'un qui est là. Je ne sais plus à quel moment. En fait, oui, c'est vrai qu'on avait dit qu'on ferait un tirage au sort, qu'on permettrait à une personne parmi tous les auditeurs de gagner un ouvrage. Donc, voilà, l'idée, c'est de procéder à ce tirage au sort. Alors, effectivement, Marjorie, moi, je pense que ce qu'on s'était dit, c'était qu'on allait prendre au hasard un nom. On allait fermer les yeux et pointer un nom et que parmi vous, tous ceux qui avaient écrit dans le chat, voilà, cette personne-là qui sera pointée aura droit à un ouvrage gratuit, effectivement. On lui enverra. Voilà. Donc, je vais essayer de reprendre les questions. Merci vraiment pour vos messages qui sont très chaleureux. Donc, en tout cas, nous espérons que vous trouverez du plaisir à lire ce livre. Est-ce que… Alors, attendez, j'essaie de prendre les questions. Quelles sont les qualités? Donc, vous y avez répondu en partie, mais est-ce qu'il y a une qualité particulière pour réussir sa reconversion en entrepreneuriat? Je ne sais pas qui de vous deux répondre à cette question. Une qualité particulière, c'est vraiment difficile. La créativité, la persévérance et la résilience. Magali, tu veux rajouter un mot-clé? Très bien. Alors, il y a Solène qui nous dit qu'elle doit prendre la décision de si elle doit se lancer seule ou pas sur son territoire ou via une structure déjà existante. Étant donné qu'elle se pose beaucoup de questions, car elle n'arrive pas à doser ses peurs, son désir de liberté. Que lui conseillez-vous
seul ou avec une structure? Je redis, hein, accompagner, accompagner, accompagner. Même des entrepreneurs chevronnés, moi je leur recommande de continuer à se faire accompagner régulièrement, mais encore plus au démarrage. Les statistiques le prouvent. Alors après, je ne sais pas de quelle structure il est question, et il s'agit aussi de trouver le bon interlocuteur qui nous convient à nous en fonction de notre projet. Parce que parfois, il y a des structures qui sont très bien pour accompagner certains types de projets et pas d'autres. Donc voilà, c'est trouver le bon interlocuteur parce qu'il comprend notre projet et il va pouvoir l'accompagner. Et aussi la bonne personne. Parfois, l'interlocuteur comprend très bien le projet, mais il n'y a juste pas le feeling et on ne se voit pas lui parler toutes les semaines pendant 3 mois. Donc, c'est aussi être attentif à cela, mais de façon générale, accompagner, accompagner, accompagner. Même plus tard, hein, on s'aperçoit que quand on interviewe les entrepreneurs, tout au long de leur vie d'entrepreneur, ils se font régulièrement accompagner. Pas forcément par des structures, après c'est au choix de chacun, mais en tout cas, tous se créent un réseau d'entrepreneurs, font partie de réseaux pour pouvoir s'entraider, se donner des bons conseils, des bonnes astuces et pour pouvoir se booster et s'entraider. Et on s'aperçoit que ça, il faut commencer dès le début. Alors, je ne sais pas pour cette personne et la structure, etc., mais en tout cas, dès le début, se créer un réseau de personnes qui vivent la même chose que nous et pouvoir s'entraider et échanger. Et ça, tout au long de sa vie d'entrepreneur, c'est super important. Très bien. Question de Myriam. Supposons qu'on soit plusieurs à se lancer dans la même activité, crise Covid oblige, comment se démarquer d'un autre entrepreneur qui aurait la même idée? Alors, je commence et je te laisse. Si j'ai bien compris la question. En fait, on voit bien que moi, je pense qu'il n'y a pas tellement de concurrence. Je pense que la concurrence n'existe pas dans la mesure où chaque personne qui crée une entreprise met forcément de lui, de sa personnalité, de ses valeurs, de son vécu dans son projet entrepreneurial, dans la manière de communiquer, dans les couleurs qu'il choisit pour sa communication, dans le discours de marque. Donc, par ça, comme l'entreprise est le reflet aussi de l'entrepreneur, à mon sens, il n'y a pas tellement de concurrence. Si on fait les choses alignées avec ce qu'on est et ce qu'on aime et notre vision du monde, je pense qu'il n'y a pas tellement de peur de la concurrence à avoir. Je rejoins Magali, la concurrence n'existe pas. Le marché existe. Donc évidemment, dans un marché, il va y avoir plusieurs personnes qui font ce que vous faites. En revanche, la concurrence n'existe pas parce que, comme disait Magali, surtout dans le cas des petites entreprises, l'entreprise est à l'image de son créateur. Le problème survient si on se lance, et c'est souvent le cas quand on se lance tout seul, on n'a pas assez de recul et même parfois de compétences en termes d'image de marque, en termes d'identité professionnelle, et donc on n'a ou bien pas les compétences ou bien pas le recul, et on va en fait se conformer, rentrer dans un moule et faire un peu comme font tous les autres qui n'ont pas réfléchi à leur identité professionnelle. Et au final, on garde un esprit très scolaire, comme quand on était salarié où il faut pas trop sortir du moule. Et c'est là où on a toutes les chances de se planter. Donc, comment se démarquer? C'est un sujet central. C'est ce qu'on appelle l'identité professionnelle, l'identité de marque. C'est le sujet central des accompagnements que je propose et sur lequel on va passer beaucoup de temps parce qu'il s'agit d'un travail à la fois d'introspection personnelle et à la fois de mise en mots pour le faire comprendre de l'extérieur. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est réfléchi et qui prend du temps. Donc, se démarquer, c'est effectivement s'appuyer sur qui on est sans se travestir, sans porter le masque du bon professionnel qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Mais c'est vraiment arriver à trouver ce tout petit point qui est nous à 1000% et arriver à le communiquer à notre marché cible. Il y a la question de la personnalité de l'entrepreneur, mais il y a aussi la question, bien évidemment, quand on crée une entreprise, de bien vérifier
l'adéquation entre le projet et le marché. Est-ce qu'il y a de la place pour moi ou est-ce qu'il n'y a pas de la place pour moi? Et on fait toujours, normalement, avant de lancer un projet, un benchmark, donc vérifier toutes les entreprises qui sont sur le même secteur que nous, savoir ce qu'elles font, comment elles communiquent, quel est le produit ou le service vendu. Et en fonction de ça, en fonction de cet état des lieux de l'existant, vérifier si on a une place, nous, à l'intérieur, dans ce marché-là, et quel pourrait être ce qu'on appelle le positionnement. Donc, quel est mon élément différenciant? À la fois, effectivement, comme on vient de dire, c'est aussi sa personnalité, mais c'est aussi peut-être un service en plus, une manière de faire différente. Ça dépend du secteur d'activité, mais il y a des témoignages d'entrepreneurs dans le livre qui sont assez intéressants sur ce sujet-là. Quand on a quand on est sur un marché où il y a déjà pas mal de monde, c'est le cas de Teddy Bear sur les matelas, comment je fais pour me différencier de la concurrence? Et ça passe vraiment par un benchmark, définir son positionnement et puis après définir son discours de marque, etc. Mais là, on rentre vraiment dans la stratégie de marque. Et si on ne sait pas faire, il y a, quoi qu'il en soit, plein de tutos qui existent aussi sur Internet, plein de sites Internet qui parlent de ça. Mais la bonne stratégie aussi, c'est comme on me le dit depuis le début, c'est de trouver quelqu'un qui peut nous aider à déblayer un peu tout ça et à nous accompagner sur le sujet. D'accord, très bien. Et donc, je finirai par une question de Carole qui demandait si l'intrapreneuriat pouvait être une solution intermédiaire justement pour les gens qui n'osent pas encore se lancer tout seuls ou lancer une activité nouvelle. Est-ce que l'intrapreneuriat est une solution? Peut-être que tout le monde ne sait pas là ce que c'est l'intrapreneuriat. C'est justement un mode d'action basé sur l'entrepreneuriat, donc développer un projet, une idée à l'intérieur d'une société existante pour laquelle on reste salarié. Donc aujourd'hui, on en parle de plus en plus. Dans la réalité, il y a encore très peu d'entreprises qui proposent cela aux salariés. Il faut quand même en être conscient. Ce n'est pas encore très développé en France. Néanmoins, ça peut être une bonne idée, une bonne opportunité de se tester, sachant que ce ne sera jamais la même chose que si on créait son propre produit à soi qui est hors de l'entreprise. Oui, on l'évoque justement dans le chapitre 0 de notre livre sur le déclic. On évoque la possibilité, différentes possibilités si jamais on ne se sent pas bien dans notre job. On évoque différentes possibilités. Donc, par exemple, ce qui est le job crafting. Vous pouvez expliquer ce que c'est? Le job crafting, c'est une façon de remodeler son poste actuel de sorte qu'il corresponde un peu mieux à nos besoins ou à nos valeurs en fonction de la marge de l'attitude qu'on a. On en a toujours, donc il suffit de la trouver. Donc, il y a le job crafting qui peut être une solution. Il y a ce qu'on appelle le slashing, donc c'est la manière d'avoir plusieurs activités en même temps. Donc, peut-être un job de salarié à mi-temps, admettons, et puis une autre source de rémunération par ailleurs. Hier, on m'a parlé par exemple d'une personne qui était professeur des écoles et à côté qui était DJ. Voilà, ça c'est du slashing, ça permet d'avoir deux sources de revenus et puis de mettre en avant aussi ces différentes compétences et qualités naturelles. Et il y a effectivement la possibilité de l'intrapreneuriat et on évoque notamment Véronique Zanecker qui a créé au sein de son entreprise d'industrie agroalimentaire un projet entrepreneurial qui s'appelle Graines de Chef. Et donc elle a réussi au sein même de son entreprise à créer ce projet d'intrapreneuriat. Mais effectivement, la base, c'est de savoir si son entreprise est apte à nous accompagner pour créer un projet au sein même de l'entreprise. Parfait. Ben, merci. Je suis désolée, on ne peut pas prendre toutes les questions, mais je pense qu'on a quand même couvert l'ensemble des questions. Nous allons donc finir par le tirage au sort de la personne qui recevra l'ouvrage 180 degrés que je montre à nouveau. On va faire le tambour. Petit roulement de tambour. Fermez les yeux et puis voilà, l'unition. Super, bravo Catherine. Bravo Catherine. Et voilà, en tout cas, je vous remercie. Le temps tourne, le temps file. Je vous remercie vraiment pour cet échange. J'espère que toutes les personnes qui l'ont écouté se sont senties entendues, ont trouvé des conseils précieux pour se lancer.
En tout cas, on espère que vous aimerez ce livre. Je ne vois pas pourquoi vous ne l'aimeriez pas. Il est très original, il est très chaleureux. Non, on a déjà des super retours. C'est pas parce que c'est nous qui l'avons écrit, mais pour de vrai, c'est vrai, on a des très bons retours. Super retours de lecteurs. Tout à fait. Donc, n'hésitez pas à le lire, à le partager auprès de vos amis entrepreneurs ou aspirants entrepreneurs. Et quant au webinaire, il sera rediffusé prochainement sur notre chaîne YouTube, dans les jours qui viennent. Donc, n'hésitez pas aussi à le faire savoir autour de vous et à le partager prochainement. On vous remercie vraiment pour cet échange. Merci Magali, merci Marjorie. Et longue vie à 180 degrés. Voilà. Merci. Merci. Bonne continuation.